Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le premier podcast francophone qui dévoile les dessous scientifiques de l'apprentissage des langues étrangères. Je suis Coralie de Belle Note, je parle jusqu'à 4 langues quotidiennement et je me suis donné pour mission de libérer le polyglotte qui sommeille en toi en te donnant les clés pour parler plusieurs langues étrangères avec confiance, facilité, sans dépenser des milliards et en atteignant enfin tes objectifs linguistiques. Si le sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour faire un pas de plus vers une vie multilingue. Ravie de vous accueillir toutes et tous pour ce 11e épisode de La Fabrique à Polyglotte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année. Comment élever un enfant multilingue ? Que vous soyez parent d'une famille linguistiquement mixte, parents immigrés cherchant à organiser linguistiquement la maison, ou parents monolingues qui souhaitent donner les meilleures chances de réussite à vos enfants, cet épisode est pour vous. Selon une étude réalisée par l'Institut national d'études démographiques, l'INED, en 1999, il existe plus de 6700 intitulés de langues et de parlers en France, ce qui confirme ainsi la richesse du patrimoine linguistique lié à la diversité de nos origines et de nos expériences. Mais cette diversité pose également des défis, en particulier pour les familles qui cherchent à transmettre plusieurs langues à leurs enfants. La tendance est à l'augmentation des familles interculturelles et de plus en plus de parents sont conscients des avantages de l'apprentissage de plusieurs langues dès le plus jeune âge. Et en effet, des études ont montré que l'apprentissage de plusieurs langues peut avoir des bénéfices considérables pour le développement cognitif de l'enfant, en augmentant leur flexibilité mentale et leur capacité à résoudre des problèmes complexes. De plus, être capable de parler plusieurs langues peut avoir également des avantages sur le marché du travail, ouvrir des portes à de nouvelles cultures et perspectives et renforcer les liens familiaux. C'est pourquoi je suis heureuse de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, Tetsu Young. Tetsu est un hyperpolyglotte et père de 4 enfants, capable de s'exprimer couramment en 5 langues différentes. En 2015, il a publié un livre intitulé Pampers to Polyglot, 7 Ideas for Raising Multilinguals Like Me, des couches à polyglotte, 7 idées pour élever des enfants multilingues comme moi, dans lequel il partage ses conseils et astuces pour élever des enfants multilingues. Au cours de cet épisode, nous discuterons avec Tetsu des méthodes les plus efficaces pour créer un environnement multilingue à la maison et nous répondrons aux questions les plus fréquemment posées par les parents sur ce sujet. Que vous soyez déjà en train de transmettre plusieurs langues à vos enfants ou que vous envisagiez de le faire, vous trouverez des conseils et des idées utiles pour vous aider à réussir. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir comment élever des enfants multilingues comme des pros avec notre invité, Tetsu Young. Bonjour Tetsu. Alors, c'est bon? Oui. Bonjour. Bonjour Tetsu, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Premièrement, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots? Bonjour Coralie, je suis Tetsu Young. J'ai 4 enfants de 10 ans, 9 ans, 10 ans et 3 ans. Donc, je les élève en 5 langues, anglais, français, japonais, mandarin et espagnol. Donc, j'ai décidé de partager mon expérience et mes connaissances sur l'Internet sous le handle name, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais de Ask Tetsu. Donc, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un Instagram, Facebook et puis Twitter. Donc, vous pouvez me trouver sur Ask Tetsu où je partage des astuces sur comment élever les enfants polyglottes. Oui, handle name, je dirais pseudonyme. Pseudonyme? Et c'est un... Ouais? Ouais. Non, je sais pas. C'est ma proposition. En tout cas, c'est un sujet que je suis très contente d'aborder avec toi aujourd'hui parce que j'en entends énormément parler. Mais avant qu'on aille sur comment vous avez élevé tes enfants, moi, ce que j'aimerais connaître, c'est ton parcours avec les langues. Comment tu les as rencontrés et comment tu es devenu le polyglotte que tu es aujourd'hui. Oui, merveilleux. Donc, moi, je suis né à Hong Kong, mais seulement né là de mon père qui est taïwanais et puis ma mère est japonaise. Donc, ils se sont rencontrés à Hong Kong quand ils travaillaient là. Mais toute la famille, on est retourné à Taïwan quand j'avais comme 8 mois ou 9 mois. Donc, je dirais que j'ai grandi à Taïwan jusqu'à l'âge de 13 ans, où j'ai appris le mandarin japonais avec ma maman. Puis à Taïwan, il y a plusieurs autres langues comme le taïwanais, le hakka. Ensuite, après l'école primaire, je suis venu au Canada, au Québec. Et donc, voilà la raison de mon accent québécois. Et puis, j'ai fait mes études secondaires ici au Québec. Puis, entre-temps, j'ai aussi appris l'espagnol en voyageant à l'université. J'ai appris un petit peu d'allemand, un petit peu d'italien. Et puis, avec les voyages, j'ai appris un petit peu de portugais aussi. Donc, ça fait au total 10, je me trompe pas. Mais aujourd'hui, je dis à tout le monde que moi, je parle 5 langues.
ce sont les 5 que je parle couramment, donc anglais, français, mandarin, japonais et espagnol. Ces 5 langues-là, tu les as transmises à tes enfants. Et ce que j'aimerais décortiquer, c'est un peu comment vous avez créé cet environnement multilingue, parce que tu as déjà grandi dans une famille multilingue, mais tu es allé un peu plus loin dans ta démarche de transmettre aussi les langues que tu avais apprises aussi, et qui n'étaient pas forcément les tiennes au départ. Donc comment vous avez bâti ce projet-là avec ton épouse? Qui a eu l'idée? Comment vous avez un petit peu formalisé le projet d'éducation linguistique, on va dire? Oui, donc le concept, je dirais, de base, tout est selon le modèle de comment moi j'ai grandi à Taïwan. Donc, en parlant une langue spécifique avec une personne. On appelle ça OPAL, donc One Person, One Language. Donc, j'ai toujours parlé mandarin avec mon père, japonais avec ma mère, taïwanais avec les voisins, Hakka avec la famille, les cousins, cousines. Si j'attribue une langue à une personne. Donc aujourd'hui, je fais la même chose avec mes enfants. Je parle toujours mandarin avec les enfants. Mon épouse est japonaise, donc elle parle toujours japonais avec les enfants. Et puis on vit au Québec, donc ils vont à l'école en français. Et puis on a amené une fille au pair du Mexique pour leur parler en espagnol. Donc, ça fait 4 langues avec une genre de structure assez formée. Il y a juste l'anglais que on n'a pas une stratégie spécifique, mais tant au Canada, ils ont beaucoup d'opportunités d'entendre l'anglais, de parler avec leurs amis. Des fois, ils ont des amis anglophones. Et puis, la télé, l'Internet. Ce sont les stratégies de base. Et de plus, pendant les mois de printemps et puis d'été, les enfants, ils partent au Japon. Donc, pour le mois de mai et juin, typiquement, ils sont au Japon pour renforcer le japonais en allant à l'école là-bas, puis avec la famille là-bas. Typiquement, on va à Taïwan aussi pour le mois de juillet à août pour renforcer le mandarin de la même façon. Parmi les gens qui nous écoutent, on a vraiment différents types de familles, je vais dire. On va avoir les familles où déjà il y a des couples multilingues, où il y a un brassage de langues. Tu as les familles où ce sont des francophones qui sont dans un autre pays, qui sont en train de savoir comment je mixe la langue du pays d'expatriation et le français. Et tu as des familles qui parlent seulement français, mais qui déjà ont l'idée que il faut que je mette mon enfant dans une crèche anglaise, ou déjà qui veulent créer un environnement multilingue, même si eux-mêmes se sentent bloqués parce qu'ils ont l'idée qu'un enfant est plus capable d'apprendre une langue qu'eux-mêmes le sont. Avec cette idée-là en tête, qu'il y a toutes ces familles-là qui nous écoutent, comment est-ce que tu conseillerais de créer un environnement multilingue à la maison pour ces familles-là? Des idées, il n'y en manque pas. C'est souvent les ressources, soit en argent, soit en temps. Donc, chaque famille a son contexte naturel, évidemment. Et donc, il n'y a pas une stratégie qui fit pour tout le monde, disons. Pour nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment essayer de bâtir cet environnement pour qu'ils utilisent la langue naturellement. Donc, c'est ce que je conseille toujours aux parents, de voir qu'est-ce qu'ils ont comme ressources et qu'est-ce qu'ils peuvent faire et c'est quoi les langues qu'ils visent pour que les enfants y apprennent, quoi. Essayer de créer un environnement où qui vont utiliser les langues de façon spontanée, de façon naturelle et qui soient quasiment obligés de les utiliser. Comme nous, on a décidé d'employer une fille au pair du Mexique. Les enfants, s'ils veulent jouer avec la fille au pair, ils sont obligés de parler espagnol. Donc, c'est comme ça, ils pensent pas à ça, mais ils savent que avec Diana, faut parler espagnol et puis c'est comme ça, ils l'utilisent de façon naturelle. Avec moi, c'est toujours en mandarin. Même s'ils savent que je parle les autres langues, on crée une habitude dès leur naissance de parler seulement mandarin avec papa. Donc, moi, je dis toujours, autant que possible, vous allez comme parler exclusivement avec une langue avec les enfants pour qu'ils développent cette habitude-là, jusqu'à un point où ça devient comme bizarre de parler une autre langue avec cette personne-là. Donc, c'est pas parce qu'ils me voient parler japonais avec maman ou français avec les amis qu'ils vont commencer tout à coup à parler français avec moi. Ils savent que je comprends très bien le français, mais ils vont pas parler français avec moi parce que ils vont trouver ça bizarre. Ça crée une atmosphère bizarre de parler le français avec papa. Je vois tout à fait, j'ai assisté à ça dans d'autres familles multilingues où il y avait de l'italien entre le papa et son enfant et il a essayé de mettre une autre langue et le petit garçon a réagi comme non, c'est bizarre. Il n'a pas voulu répondre en une autre langue. Et voilà. Toi qui as 4 enfants, est-ce qu'ils ont eu plus de difficultés avec une langue qu'une autre? Est-ce qu'il y en a un qui a refusé une langue? Refusé jusqu'à présent, non. Mon plus vieux, il a 10 ans, il va avoir 11 ans dans 2 mois, là.
Et puis, lui, il n'a jamais eu de problème. Et puis, moi, mon but d'avoir ce genre de programme spécial, le programme Tetsu, c'est jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc, il a déjà gradué, disons, le programme comme tel. Et puis, ma fille, elle a 9 ans, elle va avoir 10 ans au mois de décembre, mais elle non plus, jamais eu de problème de refus pour parler les langues. Le troisième, quatrième, de 6 ans, 3 ans, il y a pas, ben, la fille de 3 ans, elle commence à apprendre les langues. Donc, pour le moment, on a aucun problème avec. Effectivement, maintenant que j'analyse avec toi la situation des familles, je pense que les familles où j'ai aperçu, où on m'a rapporté d'un refus, c'est quand il y avait plusieurs langues entre le parent et l'enfant, qu'il y avait une langue et l'anglais, et qu'à un moment donné, l'enfant avait refusé l'anglais. Voilà. Effectivement, si on a une langue, une personne. Oui, souvent ça arrive. Donc, c'est pour ça que je conseille toujours aux parents d'avoir cette consistance, de parler toujours la même langue pour qu'ils développent justement cette habitude de parler cette langue-là et puis développer ce sentiment bizarre de parler une autre langue avec cette personne-là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une association forte entre la langue et la personne. Sinon, si on donne un choix aux enfants, ben, ils vont choisir ce qui est le plus simple, le plus facile pour eux, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment les avantages pour parler plusieurs langues à cet âge-là. Une question qui est énormément posée, et je pense que là, c'est juste pour rassurer les parents, est-ce qu'ils mélangent les langues et est-ce qu'ils mettent plus de temps à apprendre à écrire? Il y a beaucoup de recherches sur le retard du développement linguistique pour les enfants et à ce que je sache, il n'y a aucune étude qui démontre définitivement qu'il y a un retard, qu'il y a un range, disons, normal. Les études ne démontrent pas définitivement qu'il y a un retard pour les enfants qui parlent plusieurs langues. Si je fais cet épisode, c'est parce que je suis certaine de l'avantage qu'il y a, mais je sais que les parents qui sont en train d'instaurer ou qui sont en réflexion sur l'instauration d'environnement multilingue à la maison sont un peu divisés entre je sais que c'est bien, mais la peur numéro un, c'est est-ce que mon enfant va pas tout mélanger? Et déjà, si on commence à clarifier une langue, une personne, et que l'environnement est clair et qu'ils sont obligés d'utiliser la langue, on est déjà dans quelque chose de plus structuré. Oui, en plus, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça s'appelle Code Switching versus Code Mixing. Techniquement parlant, Code Switching, c'est tout simplement le changement de langue dans un dialogue. Et puis, Code Mixing, c'est plus, c'est-à-dire Code Switching, c'est un peu plus conscient. Et puis, Code Mixing, c'est plus inconscient. Donc, les enfants de 2 à 3 ans, souvent, ils font ça. Ils vont mélanger les langues dans un paragraphe, même dans une phrase. Mais c'est pas des choses à se préoccuper. Ça va se régler dans une question de mois, peut-être 1 an. Les enfants, ils vont catégoriser chaque langue avec la personne. Et puis, là, ils vont pouvoir faire des canaux dans leur tête, quoi. Mais c'est bien de le rappeler pour rassurer parce que tu me diras pour le Québec si c'est le même cas, mais en France, il y a comme une sorte de pression à la fois pour les instituteurs de suivre un programme scolaire, à la fois pour les parents et les grands-parents de vérifier que l'enfant il arrive bien à maîtriser tout, tout ce qui est Oui. écrit dans l'année. Et du coup, des fois, quand on apporte quelque chose d'un petit peu plus particulier à l'éducation, il y a toujours cette peur d'être en retard par rapport au Ouais. programme scolaire que j'entends beaucoup autour de moi. Donc, rassurer que c'est peut-être une période qui, dans quelques mois, ce sera plus qu'un Ouais, souvenir. mais bon, ça, il faut toujours savoir qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent un rôle dans la performance scolaire d'un enfant, une performance académique. Et puis, oui, c'est possible que ça soit dû aux langues, mais c'est très probable que c'est autre chose. C'est tout simplement l'aptitude que cet enfant-là a pour un sujet versus un autre. Et tu partages beaucoup de ton expérience, notamment sur la chaîne YouTube. Tu parlais de ton pseudo Ask Tetsu et ta chaîne, elle c'est aussi Raising Global Kids. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager cette expérience-là? Moi, j'ai eu l'avantage de l'avoir vécu et donc j'en suis convaincu du résultat et puis je suis convaincu de la stratégie. Donc, je peux aider à faire un monde meilleur, pourquoi pas. Et ta stratégie, justement, au cours de ces 10 dernières années, est-ce qu'elle a changé? Ou est-ce que ce que vous avez mis en place à la naissance de ton aîné, c'est encore ce que vous appliquez aujourd'hui? À part la pandémie qui nous ont fait changer un petit peu la stratégie en ce qui concerne l'aller à Taïwan. On n'a pas pu aller à Taïwan pour les 3 dernières années. Le reste, rien n'a vraiment changé. On applique les mêmes choses pour la même stratégie pour le premier comme le quatrième. Si je te pose la question, en fait, mes deux précédentes questions, elles sont liées. C'est que parmi les gens qui partagent, et il y a comme deux profils.
on va dire, il y a les experts qui savent un peu, qui sont confiants de leur stratégie et qui vont partager, qui semble Ouais, être le cas pour toi. ouais. Et il y a le profil un peu comme moi d'apprenants qui disent je partage parce que je sais pas faire et du coup en partageant avec d'autres, profitant de l'intelligence collective, je vais développer mon savoir. Ah, Tu vois, donc c'était pour savoir si toi en commençant oui, tu voulais oui. avoir des retours d'autres parents ou si tu avais déjà l'expérience de ta propre éducation. Non, mais c'est sûr que je fais les deux. Comme mentionné tantôt, j'ai l'expérience, donc je suis convaincu de ma stratégie de base. Mais en même temps, j'essaie d'apprendre de tout le monde. Donc, j'ai créé des communautés sur Facebook, un Facebook group avec beaucoup de parents, mais des professionnels aussi, les orthophonistes, les académiques. J'ai aussi un autre projet qui s'appelle Raising Multilinguals Live. Et puis, je fais ça avec une partenaire qui s'appelle Ute Limacher-Riebold. Et puis, elle est une experte, une consultante pour élever des enfants multilingues. Ce programme, ce qu'on fait, on fait des live streams, des entrevues avec des experts de multilinguisme, etc. Donc, on essaie d'être le pontage entre l'information plus, disons, technique, académique, et puis essayer d'amener ça à l'audience qui sont plus les parents, les mamans. Disons que tu avais toi l'expérience et qu'ils ont plus les connaissances scientifiques, oui, ou Scientifiques. académiques. Oui, disons, ouais, voilà. Donc, il y a des gens qui ont la théorie, et puis moi, j'ai eu la pratique, mais en même temps, j'essaie de combiner les deux pour encore optimiser ce que je connais, ce que je fais. Et ou les erreurs les plus courantes dans les familles monolingues au moment où ils instaurent les langues, qu'est-ce que c'est? Ben, il y a plusieurs, je peux en nommer quelques-unes, mais pour commencer, je crois que ce qui est le plus important, c'est de bien évaluer son contexte, ses ressources. Si on veut que son enfant parle ces 8 langues, il faut savoir qu'il y a un coût à ça. Et puis les attentes pour chaque langue aussi, faut que ça soit réaliste. On peut pas s'attendre à qu'un enfant parle 4, 5, 6 langues et puis tout parfaitement comme un natif. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ce que tu avais dit tantôt, un parent qui change beaucoup les langues avec les enfants, ça augmente les risques, disons, de refus. À part cela, ne pas mettre trop de pression sur les enfants parce qu'ils ne comprennent pas, les enfants, que c'est pour leur bien. Plus tard, c'est important de parler le mandarin parce que, donc, ça, un enfant ne comprend pas ça. Donc, on essaie de rendre ça le plus facile et naturel pour que l'enfant il parle ces langues-là de façon spontanée et naturelle. Est-ce qu'il y a un âge maximum? Par exemple, si une personne a un enfant de 4 ans, c'est trop tard pour introduire d'autres langues? Non, absolument pas. Si on parle du côté capacité, il n'y a aucune différence pour apprendre des langues. Bon, ben, gros astérisque à ça, évidemment, parce on voit, tout le monde voit que les enfants, ils apprennent plus vite et puis le résultat, il est toujours meilleur quand on commence plus tôt. Donc, je propose toujours de commencer le plus tôt possible. Mais est-ce que ça veut dire que rendu à 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils n'ont plus cette possibilité-là? Non, pas du tout. C'est juste l'approche change beaucoup. Et j'ai été surprise parce que tu as choisi une limite de 10 ans et une autre famille multilingue que je connais a aussi mis une limite des 10 ans pour leurs 3 enfants. Eux, ils sont français. Ils ont choisi d'éduquer leurs enfants OK. que en anglais en se disant à 10 ans, le niveau de mon enfant sera potentiellement supérieur au mien puisque je ne sais pas une langue dans laquelle j'ai évolué. Donc les enfants ont un très beau niveau d'anglais. J'ai 2 questions. La première, c'est toi, pourquoi tu as choisi cette limite de 10 ans? À quoi ça correspond? Et qu'est-ce que tu as prévu après? Et cet exemple-là, qui est de plus en plus courant des familles qui transmettent une langue seconde, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. 10 ans, c'est approximatif, hein, évidemment. Et puis, c'est selon l'enfant, j'imagine. On dit entre 10 ans et 12 ans. J'aurais aimé, disons, continuer beaucoup de choses jusqu'à l'âge de 12 ans. C'était mon idéal, mais mon code base, c'était 10 ans et de fait, c'est ce qui arrive. C'est aussi les restrictions de notre contexte. Nous, ce qu'on faisait toutes les années, au printemps, les enfants ils vont au Japon pour renforcer le japonais et ensuite à Taïwan.
comme j'ai dit tantôt. Mais rendu à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, là, on commence à se préparer pour l'école secondaire. Donc, on peut pas partir trop tôt du Canada. On veut qu'ils finissent leur année scolaire ici pour bien finir l'année avec des bonnes notes pour pouvoir se préparer pour le secondaire. Donc, c'est plus ce côté-là qu'on a décidé. Donc, à 10 ans, on va arrêter activement ces programmes. Ils vont continuer à parler mandarin avec moi. Ils vont continuer à parler japonais avec maman. Ça peut être 9 ans, 10 ans, 11 ans, mais pas trop tôt parce que les langues, on a besoin de plusieurs années pour que les langues y restent. Parce que combien de fois on a entendu des histoires où un enfant a grandi, disons, jusqu'à 6 ans en Espagne, il parlait parfaitement espagnol et puis ils sont revenus en France et puis il a tout perdu. Mais moi, je crois qu'à 10 ans, même si on arrête de parler mandarin avec mon enfant, il va toujours garder ça pour le restant de ses jours. Ça a été le cas pour moi. Je suis parti de Taïwan à 13 ans et puis j'ai pas parlé mandarin jusqu'à l'âge de 29 ans quand je suis retourné en Asie. Et puis, donc, ça m'a pris quelques jours pour reprendre mon niveau que j'avais. Mon niveau de mandarin, il reste au niveau d'un enfant de l'âge de 13 ans, mais c'est assez élaboré. Je peux vivre à Taïwan sans aucun problème aujourd'hui. Et puis, si jamais je décide de travailler à Taïwan, je pense que je pourrais le faire. Donc, c'est ça que je veux dire, cette base, cette fondation est faite. Est-ce que j'ai répondu à la première question? La deuxième question, c'était quoi? Tu me diras si c'est quelque chose que tu observes aussi. Moi, je vois de plus en plus de familles multilingues Oui, autour de moi, et notamment des gens qui transmettent des langues qui ne sont pas leur langue oui. maternelle. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'a pas grandi dans un contexte multilingue, voilà, il y a quelqu'un qui aurait appris, je sais pas, l'anglais à l'école, mais qui a un bon niveau, peut le transmettre à son enfant? Est-ce que on peut transmettre une langue seconde à son enfant et créer à la maison un contexte multilingue comme ça? La réponse simple, c'est oui. D'abord, il faut comprendre qu'il y a comment on appelle ça, un trade-off. Ben, il y a un risque, évidemment. Il y a un coût à ça, disons. C'est que, je pense que j'ai pas abordé ce sujet encore, mais c'est très important que dans tous ces efforts-là pour essayer d'inculquer cette façon de penser, d'apprendre une langue aux enfants, il faut jamais oublier que la communication, c'est d'abord le plus important. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est créer un lien avec les enfants. Cette relation de base de confiance qu'on veut créer avec l'enfant, c'est très, très, très important. Donc, si en parlant une deuxième langue, tu crées d'endommager ce lien, cette relation-là, je suggère de ne pas faire ça. Moi, j'ai un niveau assez élevé en mandarin je suis confiant que je peux créer ce lien avec les enfants, donc j'ai aucun problème de le faire. Mais même si on parle bien une langue, ça veut pas dire qu'on peut toujours s'exprimer, vraiment avoir un dialogue cœur à cœur avec les enfants. Et puis si c'est le cas pour vous, moi je pense que c'est mieux de rester dans leur langue maternelle. Et puis, employer quelqu'un d'autre pour, pour ces langues-là, que ce soit une éducatrice ou comme chez nous, une gardienne. Moi, je conseillerais plus ça. Je reviens à tes enfants. Entre eux, quelle langue ils ont choisi? Est-ce qu'ils utilisent plusieurs langues pour se parler entre eux? Oui, c'est aussi une question que j'ai très souvent, j'ai même fait une vidéo là-dessus. Ça a évolué un petit peu ces dernières années. Disons que jusqu'à l'âge de peut-être 7, 8 ans, pour mon plus vieux, ça a été le japonais qui était la langue principale. Je ne sais pas pourquoi, mais mon hypothèse, c'est parce que c'est la langue de maman. Et puis c'est la langue avec laquelle ils vont s'exprimer le mieux leurs émotions. Je pense que c'est à cause de ça qu'ils parlent toujours en japonais, même s'ils ont grandi au Canada. Dans la maison, ils parlent toujours japonais. Et puis, dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que le mandarin, pas le mandarin, l'anglais a pris un petit peu le dessus. Pas l'anglais, parce que c'est une langue minoritaire ici. Ils parlent toujours en français à l'école. Moi, je croyais que ça allait être français, parce que c'est la langue ici dans la communauté. Mais de fait, c'est l'anglais qui a pris le dessus un petit peu plus dernièrement. Ça, c'est vraiment si c'est juste entre eux. Mais s'il y a d'autres personnes autour, disons, si la gardienne est là, ils vont parler en espagnol avec la gardienne, ils vont aussi parler en espagnol entre eux pour que tout le monde comprenne. S'ils sont avec moi en mandarin, ça sera en mandarin entre eux aussi. Donc, naturellement, ils vont utiliser la langue qui est le plus appropriée pour la situation.
Oui, c'est un sujet, je suis toujours curieuse de le savoir parce que je sais que souvent, bah, ça dépend l'âge et ça dépend en fait de la relation entre frères et sœurs, mais souvent quand ils connaissent une langue de plus que les parents, pour avoir un peu leur jardin secret entre frères et sœurs, des fois ils utilisent la langue qui est la moins maîtrisée par les parents pour avoir un petit peu cette, pas privacy, cette Oui, oui, oui. intimité entre ces Mais secrets, c'est les dommage, secrets de mais frères et parce sœurs. que dans notre cas, ils ne connaissent pas de langue que moi je connais pas. Encore. Encore. Peut-être un jour, ils vont apprendre l'arabe entre eux, puis ils vont avoir leur langue de secret. Mais pour le moment, non, ils n'ont pas cette chance-là. Tu mentionnais le fait d'avoir cette relation de confiance et effectivement, il y a quelque chose de délicat à trouver entre je donne à mon enfant les meilleures chances de Oui. réussite dans le monde, mais j'en fais pas un saint chavant que je pressurise et que je fais vivre dans le stress, Ouais, donc il y a un ouais. équilibre à trouver. Vous, comment vous avez déterminé 5 langues et quel est selon toi le maximum qu'un parent devrait donner au-delà duquel c'est trop compliqué? Ouais. Oui, c'est une très bonne question. Pourquoi 5 langues? Pour nous, c'est vraiment parce que notre contexte familial, pas le exige, mais nous donne cette opportunité-là. Donc, moi, je peux parler toujours en mandarin avec eux, mon épouse toujours en japonais avec eux, c'est très naturel. Et puis, on vit au Québec, ils vont à l'école en français. Et puis, étant au Canada, ils ont beaucoup d'opportunités de parler anglais. La seule chose qu'on a introduit vraiment artificiellement, c'est l'espagnol. Et puis pour nous, on n'avait pas beaucoup d'attentes pour ça. C'est un nice to have, disons. S'ils peuvent réussir, ben, tant mieux, quoi. Et puis, étant donné qu'ils parlent le français, on s'est dit, apprendre l'espagnol, ça ne devrait pas être si difficile. On va juste essayer avec une gardienne qu'on avait besoin de toute façon, quelqu'un pour veiller sur les enfants pendant que les deux parents y travaillent. Donc, on a opté pour cette stratégie-là pour nous, et puis ça a déterminé les 5 langues qu'on pensait pouvoir introduire aux enfants de façon assez naturelle et assez relativement facilement, disons. Pour la plupart des familles, je crois que 5 langues, c'est extrême. Souvent, la grande majorité des familles, ils cherchent une deuxième langue. Pour nous, les 24 heures sont divisées sur 5 langues, mais si on divise ça sur 2 langues, je crois qu'il y a amplement d'opportunités de réussir une deuxième langue de façon à un très haut niveau. Je crois même une troisième langue, ça ne devrait pas être si difficile si on opte pour les stratégies, et puis de façon vraiment persistante, consistante. Puis si on va pour une quatrième ou cinquième, il faut se demander pourquoi. Et puis aussi se donner des objectifs réalistes, des attentes qui fit avec la réalité. Donc, c'est ça que je dirais aux parents. C'est quoi le maximum? Ça dépend toujours de ce que vous attendez pour ces langues-là. Pour nous, 5 langues, déjà, je vois une grande différence entre les langues. Même si je parle constamment en mandarin avec les enfants, je vois que mandarin, c'est la langue qu'ils maîtrisent le moins, mais quand même à un très haut niveau. C'est-à-dire, ça dépend aussi de la difficulté. Si je reviens au mandarin, c'est une langue extrêmement difficile. L'espagnol, on n'a pas toujours une fille au pair avec nous. La première année de la pandémie, on n'avait pas eu cette possibilité-là d'amener une fille au pair. Mais leur espagnol est quand même très bien parce que le niveau de difficulté il est moins élevé pour l'espagnol versus le mandarin. Surtout s'ils connaissent le français, Voilà, clairement. voilà, exactement. Avant de conclure, une dernière question. Les parents qui sont un peu, qui veulent commencer, qui se disent, OK, par quoi on doit commencer? Au moins les questions à se poser pour démarrer. Il faut commencer par savoir quelles sont les langues cibles que je veux introduire à mes enfants et le pourquoi. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est quelles sont les ressources qui sont à ma disposition. Puis, en faisant cette évaluation-là, idéalement, le plus tôt possible, même avant que ton premier enfant soit né. Et donc, tout ça pour dire, faut bien planifier. C'est-à-dire, c'est quoi les langues cibles, pourquoi je veux ces langues-là, quelles sont mes attentes versus ces langues-là, et tout ça contrebalancé par quelles sont les ressources à ma disposition, soit en argent et en temps. Super, super résumé de cet épisode. Oui. Où est-ce que notre audience peut te retrouver?
Je sais que tu m'as beaucoup parlé de ta chaîne YouTube Ask Tetsu Raising Global Kids. Oui. Est-ce qu'on renvoie aussi vers ton deuxième projet? Mes plateformes réseaux sociaux, c'est Ask Tetsu. Donc, ça, si vous aimez plus Instagram ou Facebook, YouTube, Twitter, vous allez me retrouver à Ask Tetsu. Puis, mon deuxième projet s'appelle Raising Multilinguals Live. Et puis, aussi, on est sur Facebook, YouTube, Instagram. Donc, vous pouvez nous retrouver là. Ouais. En même temps, je vous conseille aussi mon autre, ma partenaire, elle s'appelle Ute Lima-Ribold. C'est elle qui travaille avec moi sur ce projet, Raising Multilinguals Live. Puis elle aussi est une ressource importante dans ce niche d'élever des enfants polyglottes. Et je profite de ce que tu la nommes pour te poser la question. Si une personne francophone de ta connaissance devait intervenir sur le podcast pour partager son savoir, qui ce serait? Et voilà, Ute, elle parle très bien français. Ah, génial! Exactement Cool. elle que je voulais te suggérer. Donc, Ute, elle parle français, italien, allemand. Puis c'est ça. Elle aussi, elle a élevé plusieurs enfants polyglottes, des teenagers déjà, mais c'est ça. Et toi, avec elle, vous parlez français, j'imagine? Non, sur notre programme, on parle en anglais. Et puis avec elle, on communique toujours en anglais. Toujours en anglais, Oui. ok. Mais elle parle très bien français. Super, Beaucoup un mieux que grand moi. merci. Bah, il est très bien ton français. Bon, mais merci. Mais vraiment, il est parfait ton français, il n'y a pas de... Ouais, je suis conscient de mon accent. J'essaie de le ramollir un peu, mais on peut pas le cacher. J'ai beau essayer, je peux pas le cacher. Je peux pas me camoufler en parisien. Alors, impossible. je te renvoie à l'écoute du dernier épisode de La Fabrique à Polyglotte. Donc, entre Steve et toi, il y a eu un épisode avec Catherine Angus sur la discrimination linguistique. Parce que tu devrais être fier de ton accent, de ton parler, ça raconte... Non, je suis fier. Non, L'accent parisien, c'est pas le plus beau du tout. Hein. Il n'y a pas une supériorité parisienne. Le français n'est pas dans les mains des Parisiens. D'accord. Et non, vraiment. La richesse linguistique, c'est même au sein de la même langue. Tu vois, la francophonie, elle est enrichie de tous les Français. Ouais. Donc, maintiens-le ton accent, préserve-le. Excellent. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.belnote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.